Il n'y a pas d'alternative. 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 Il n'y a pas d'alternative avec la réalité. Aucune politique de rechange. Nous n'avons pas de plan B. Non, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a aucune autre proposition. Il n'y a pas d'autre solution. Je ne connais pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'alternative. 11 years, the gap between the richest 10% and the poorest 10% in this country has widened substantially. That's right. How can she say at the end of her chapter of British politics that she can justify many people in a constituency such as mine being relatively much poorer off, much less well housed, and much less well provided than it was in 1979? Surely she accepts that is not a record that she or any Prime Minister can be proud of. Mr. Speaker, all levels of income are better off than they were in 1979. But what the honourable member is saying is that he would rather the poor were poorer, provided the rich were less rich. That way you will never create the wealth for better social services as we have. And what a policy! Yes, he would rather have the poor poorer, provided the rich were less rich. That is the Liberal policy. Yes, it came out, he didn't... Well, the extreme rich are clearly winning. I mean, if you look at the Forbes 400, they had an aggregate net worth of $92 billion in 1982. It's 2.3 trillion today, 25 times as much. So the very rich have done exceptionally well. Mort aux impôts, vive les microtaxes. La microtaxe, l'idée qui pourrait réinventer notre système, récemment proposée par certains gilets jaunes en France, soutenue depuis les années 90 par l'association Attac, évoquée en 2016 comme méthode de financement du projet de revenu de base inconditionnel en Suisse, la microtaxe sur les transactions électroniques réémerge de temps à autre, soi-disant susceptible de rendre la fiscalité plus égalitaire et de nous protéger des crises financières. Mais en fait, une microtaxe, ce serait quoi ? Sur le papier, c'est simple. L'idée est de remplacer toute une partie des impôts par une mini-taxe prélevée sur tous les mouvements d'argent électronique. Théoriquement, les transactions électroniques s'élèvent en Suisse à plus de 100 000 milliards de francs suisses par année, comprenant les paiements, les mouvements sur les marchés boursiers étrangers notamment. En prélevant 0,1% de chaque transaction, la collectivité pourrait engranger près de 100 milliards de francs par an. C'est presque autant que les impôts patiemment récoltés par la Confédération et les cantons réunis. La patronne d'Alex lui verse son salaire, microtaxe. Alex paie son loyer par e-banking, microtaxe. Alex retire de l'argent liquide, microtaxe. Le banquier d'Alex boursicote, microtaxe. Un trader achète et revend des matières premières automatiquement plusieurs fois par seconde pour augmenter son prix, plusieurs microtaxes par seconde. Félix Bolliger, gestionnaire de fortune zurichois, Marc Chenet, professeur à l'Uni de Zurich, Oswald Sick, ancien vice-chancelier de la Confédération, les trois défendent en Suisse ce nouveau système de taxation. Leur idée descend tout droit de la taxe Tobin, du nom du prix Nobel d'économie James Tobin, qui en 1972 préconisait de taxer certains échanges de devises. Pour sa défense, la microtaxe peut prétendre simplifier la fiscalité, réduire la bureaucratie, combattre les fraudes fiscales puisque la taxe serait automatiquement prélevée au moment de la transaction. Le modèle serait aussi censé limiter la spéculation boursière. La Suède social-démocrate de la fin des années 80 a imposé une taxe sur les transactions boursières avant de revenir en arrière après avoir vu sa bourse chuter et ses acteurs déguerpir à London City. La microtaxe telle qu'imaginée en Suisse est aussi parfois taxée d'antisociale, prélevant un pourcentage identique sur les transactions des riches que sur celles des pauvres. La microtaxe, manière moderne et 2.0 de financer des services publics, ou modèle irréaliste? Je suis né à Lausanne, j'ai étudié au collège Champité à Puy, j'ai suivi les cours en faculté d'économie HEC à Lausanne et de droit aussi à Lausanne, j'ai les deux formations complètes. J'ai été banquier, je suis encore banquier, mais des banques sans taux d'intérêt, sans usure.
Et grâce à un mariage de systèmes de banque VIR et de banque Raiffeisen que l'on diffuse dans les pays les plus pauvres, on arrive à donner les outils qui leur permettent d'avoir une abondance locale, comme en Suisse nous avons une abondance depuis longtemps, alors que nous étions le pays le plus pauvre du monde. Je fais de la politique dans le PDC, dans un parti que j'ai fondé, mais maintenant le système des partis ne fonctionne pas, et je fais ce qu'on pourrait dire de la métapolitique, c'est-à-dire je m'occupe le mieux que je peux du bien commun, pour tout le monde, en m'alliant avec des gens à gauche, à droite, au centre, sans couleur politique. Et je pense que le bien commun, ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Le bien commun doit être plus fort que les petites disputes partisanes qui n'ont pas lieu d'être, vu l'urgence de la situation, car il y a des gens qui meurent du fait de lois humaines qui sont iniques, injustes, amorales, immorales, et qui détruisent des familles, qui détruisent des personnes, qui poussent à la dépression, au suicide. Il y a des morts à cause de guerres monétaires ou de guerres économiques. On croit qu'on est en paix, mais c'est pas le cas. On est vraiment en guerre, et c'est une guerre économique qui fait beaucoup de victimes. Pas seulement dans des pays du tiers-monde, mais on voit aussi que maintenant même les pays plus avancés se mettent en concurrence les uns contre les autres. Et puis, alors il y a évidemment des gagnants de cette mondialisation, mais il y a surtout beaucoup de perdants. Et ces perdants, ils perdent beaucoup. C'est une guerre très subtile, cachée, terrible, impitoyable. Cette guerre économique, cette guerre des monnaies, cette guerre des banques. C'est en fait les banques qui sont inégaux par rapport à nous, ils sont plus égaux que nous, ils sont supérieurs à nous, et c'est exponentiel parce que c'est une fonction mathématique qui rend les banquiers de plus en plus supérieurs à nous, c'est 1 plus I puissance n, donc plus le temps passe, plus les années passent, n c'est le nombre d'années. À cause du taux d'intérêt, ça fait qu'on est de plus en plus inégaux, et la grande majorité de la population mondiale doit louer sa monnaie, alors que la monnaie est à nous. Les francs suisses sont aux habitants de la Suisse. Et le fait qu'on nous loue notre bien commun monétaire qui devrait être gratuit, je dis bien gratuit, il faut bien comprendre le système, et non pas des dettes, ça doit être des actifs et pas des passifs. Et c'est un système pernicieux, infernal, qui écrase la grande majorité de la population mondiale au bénéfice d'une infime minorité qui abuse honteusement du travail de toutes les personnes dans le monde. C'est la cause essentielle, l'argent. Les Gilets jaunes d'ailleurs le démontrent en France, ils répètent, c'est l'argent qui est la cause de beaucoup de malheurs. Justement, nous sommes ici en Suisse, donc le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est parti de la France, qui est devenu au fil du temps donc un symbole qui est repris dans plusieurs pays. Mais ça nous surprend quand même de voir ce gilet jaune en Suisse. Est-ce qu'il y a des gilets jaunes en Suisse Alors, je dirais que la Suisse est un des pays idéaux pour le combat des gilets jaunes. Vous parliez des lois juste avant. En Suisse, la constitution fédérale suisse n'est pas respectée, notamment dans de nombreux domaines, mais notamment un domaine super important qui nous concerne. La constitution suisse prévoit que la régale monétaire qui était cantonale, on est un pays fédéraliste, et chaque canton crée sa monnaie. Il y avait de nombreuses monnaies, plus de 100 monnaies en Suisse à un certain moment. La régale monétaire qui était cantonale, notamment, a été confiée à la Confédération sous réserve que cette création monétaire soit répartie pour 2 tiers au canton et pour 1 tiers à la Confédération. Et actuellement, l'article 99 de la Constitution fédérale n'est pas respecté. Il viole la Constitution, mais vu qu'on n'a pas de cour constitutionnelle en Suisse, c'est très difficile de faire respecter la Constitution. Et il y a une faille dans notre système juridique. La Constitution qui devrait dominer toutes les lois et ordonnances et règlements qui sont inférieurs à la Constitution n'est pas respectée. Si on avait cette régale monétaire, de création monétaire, qui soit distribuée au canton à la Confédération, c'est plus de 700 milliards dans les 7 dernières années, c'est à peu près 100 milliards par année qui est volé au peuple suisse, au canton suisse et à la Confédération suisse. Par exemple, la BNS cette année nous annonce une perte qui est juste un artifice comptable parce qu'il cache la création monétaire.
une création monétaire, disons, de 100 milliards, une petite perte, entre guillemets, de, disons, 14, 15, 20 milliards cette année, il y a plus de 80 milliards qui ont été volés au canton, à la population suisse, aux communes suisses et à la Confédération suisse. Quand vous dites volé, c'est volé par la BNS? Une fausse comptabilité, une perversion de la comptabilité de la Banque nationale suisse qui n'applique pas la première règle de la comptabilité, qui est la règle de la sincérité et de la vérité des bilans. Le bilan de la Banque nationale suisse ne respecte pas, et il y a d'ailleurs un directeur de KPMG qui a écrit un livre sur la perversion comptable des banques centrales dans le monde. Et ce livre, donc vous pouvez regarder sur Internet, ça vaut la peine de regarder, est-ce que la BNS, est-ce que KPMG, qui est l'auditeur de la BNS, respecte les règles comptables. Un directeur KPMG a diffusé même une lettre ouverte de plusieurs pages sur Internet pour dire non, les banques et les banques centrales ne respectent pas les règles de la comptabilité. Donc pas seulement la Banque nationale suisse, mais toutes les banques centrales. Toutes les banques, pas seulement les banques centrales, toutes les banques du monde ne respectent pas les règles de comptabilité et notamment le principe de sincérité des bilans, de vérité des bilans. Alors la question, c'est pourquoi elles font ça? Mais pour leur intérêt propre. C'est des milliards qui se mettent dans des poches privées. Le bien commun, pour eux, ça n'existe pas. C'est leur intérêt personnel. Alors ils disent, Tina, there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative à notre système à nous. Mais bien sûr qu'il y a des alternatives. Ce serait de distribuer cette création monétaire. Mais eux, ils disent, je travaille 15 heures par jour, je mérite ces salaires qui se comptent en millions, en dizaines de millions, même en centaines de millions. Il y a des individus à New York ou à la City à Londres qui gagnent des milliards par année. Alors, bien sûr qu'ils sont payés pour dire qu'il n'y a pas d'autres alternatives, ils profitent honteusement de ce système, alors que tout le monde, dans le monde entier, pourrait très bien vivre, avoir le minimum vital et même plus, et de manière très agréable, on pourrait se conjouir tous ensemble. Alors que dire des gens qui se dévouent dans ce cas-là pour sauver les autres, qui sont l'utilité d'avoir de l'argent, si c'est pour pas qu'elle soit utilisée et partagée de manière convenable? Alors la perversion du système fait que maintenant, à cause de politiques de rigueur, on serre la vis pour les infirmiers, les médecins, les hôpitaux, les budgets, même des pompiers, même des policiers, même de l'armée française, ils serrent les budgets, alors que c'est quelque chose de très difficile à comprendre. La politique de rigueur fait que l'argent est détruit chaque fois qu'on rembourse un crédit. C'est pas facile à comprendre. L'argent, actuellement, l'argent dette à intérêt composé, exponentiel, lorsque les banques créent l'argent, cet argent vient du néant. Je dis bien du néant. Ça ne vient pas d'un compte d'épargne, ça ne vient pas des fonds propres, ça ne vient pas de la banque centrale, ça vient du néant. C'est une écriture comptable à l'actif et au passif de la banque concernée commerciale. Cet argent, lorsqu'on le rembourse, retourne au néant. Et chaque fois qu'on a une politique de rigueur, comme en Grèce, au Portugal, en Espagne, en France, dans le monde entier, chaque fois qu'on demande aux gens de rembourser l'argent, ça supprime l'argent qui est le sang de l'organisme économique. Et si vous ôtez trop de sang dans un organisme, cet organisme meurt. Et nous sommes actuellement dans un état où, en serrant la vis partout, les gens meurent, tombent en dépression, tombent malades, finissent dans des asiles psychiatriques, se suicident et meurent littéralement. Notre société s'écroule. L'Europe est sous un hiver démographique. L'Allemagne ne se renouvelle pas. Tous les pays de l'Est ne se renouvellent pas. La Russie ne se renouvelle pas. Nous sommes dans un collapsus, dans une chute dramatique de natalité. Nous n'avons plus assez d'enfants pour simplement nous maintenir. La principale cause de la pollution mondiale actuelle, c'est ce système financier pernicieux de création monétaire du néant, de retour au néant chaque fois qu'on rembourse la monnaie, ce qui fait que même les patrons sont de pauvres patrons, car ils doivent honorer leurs actionnaires, ils doivent produire du bénéfice. Pour produire du bénéfice, ils doivent faire des produits camelotes, de la merde, des produits obsolescents qui sont programmés pour être de mauvaise qualité, qu'on doit jeter à la poubelle,
et si on les jette à la poubelle, ils vont finir dans des incinérateurs. Ces incinérateurs vont nous donner des dioxines, ces dioxines vont nous donner le cancer va nous rendre malades et nous mettre dans les hôpitaux, et c'est une boucle infernale. Mais... Si on avait une vraie monnaie pour le bien commun du peuple, nous aurions des produits de haute qualité, nous pourrions très bien vivre en consommant beaucoup moins de camelotes qui part dans les poubelles. Donc une économie avec un système monétaire vertueux ferait qu'on polluerait moins parce qu'on produirait de bonne qualité, qu'on aurait le temps de recycler, on aurait beaucoup plus de temps parce que le système monétaire nous vole plus de la moitié de notre temps, nous vole plus de 80% de notre volume d'habitation. On pourrait avoir des habitations 80% plus grandes si on avait un système monétaire sans taux d'intérêt exponentiel et sans ce vol systématique monétaire d'un système infernal. Plusieurs initiatives en cours au niveau fédéral, c'est des initiatives fédérales suisses. Il y a une initiative sur le revenu de base inconditionnel. Actuellement, l'abondance, la surabondance qui dépasse les plafonds, on produit de tout, de trop de tout. On a trop de voitures, trop de téléphones, trop de beurre, trop de viande, trop de blé, trop de vin. 8 litres de surplus de vin par personne, y compris les bébés dans toute l'Europe. On doit arracher les vignes ou payer les vignerons pour qu'ils produisent moins de vin. On a une surabondance de tout. Mais en même temps, des gens meurent de faim. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous manque pour profiter de cette surabondance de tout? La chose la plus facile à produire, c'est l'argent. Alors, bien sûr qu'il ne faut pas surproduire trop d'argent, mais il faut produire de l'argent en fonction de la production des biens. Si on produit l'argent en fonction des biens qui sont surabondants, les biens seront distribués ou mieux produits ou orientés vers des personnes qui manquent de tout. Donc c'est inadmissible qu'il y ait des gens qui meurent de faim et c'est inadmissible qu'il y ait des gens qui doivent prendre la mer dans la Méditerranée et mourir de manière honteuse dans cette Méditerranée alors qu'ils pourraient très bien vivre dans leur pays d'origine où ils sont nés. Donc cette surabondance de tout nous permet, en tout cas dans le monde entier et en commençant par la Suisse, de donner un revenu de base inconditionnel à tout le monde sans condition comme un don gratuit de la surabondance divine qui nous donne l'air gratuit, le soleil gratuit, l'eau gratuite, en tout cas l'eau doit rester gratuite, énormément, notre corps est gratuit, nos enfants sont gratuits, notre épouse est gratuite, nous avons plein de choses gratuites et c'est un mensonge que de dire il n'y a pas de dîner gratuit, c'est pas vrai, on peut se faire des dons les uns les autres avec la surabondance qu'il y a sur cette terre. Donc si on recevait tous un minimum digne et confortable pour chaque personne dès la conception qui naisse en Suisse, tout le monde pourrait vivre correctement et on serait libre de choisir notre métier. Ça supprimerait complètement le chômage parce qu'on trouverait des métiers dignes et honorables dans l'art, la culture, comme écrivain, comme artiste, comme journaliste, comme penseur, etc. Ce qui est peu mis en valeur aujourd'hui dans notre système actuellement, productif. Nos manipulateurs nous font croire qu'on vit dans un monde de rareté. Même les hommes des cavernes ne vivaient pas dans un monde de rareté. Quand un chasseur tuait un mammouth, il invitait toute la tribu à manger le mammouth et c'était un règne de surabondance. Donc il y a une période dans l'histoire où les conditions de vie étaient dures. En Suisse, les conditions de vie étaient dures il y a quelques siècles. Mais on est sorti de cette ère, il faut voir les nouvelles conditions économiques. Donc ça, c'est la première initiative, c'était le revenu de base inconditionnel. La question que certains n'hésiteront pas à poser, c'est d'où viendrait le financement? Et puis de combien serait ce revenu pour qu'il soit suffisant? Et est-ce qu'il n'aurait pas aussi un effet pervers en disant si je touche un revenu, pourquoi travailler? Donc, alors, il y a j'en viens à la deuxième initiative, qui est justement comment on finance le revenu de base inconditionnel. C'est l'initiative Monnaie Pleine. Vous avez ici des petits badges Monnaie Pleine qui expliquent comment on peut reprendre, en reprenant le contrôle de la création monétaire, on a amplement suffisamment de monnaie pour se distribuer le minimum vital qui nous permet d'avoir une existence libre. C'est ce que j'appelle la démocratie économique. Alors, quelques personnes pourront rester de manière paresseuse sur leur divan, mais au bout d'un moment, c'est prouvé, partout on a fait des expériences de revenus de base inconditionnel, les gens à un moment paressent, prennent du temps, se reposent,
recharge les batteries, et une fois que les batteries sont rechargées, partout où ça a été essayé, les gens inventent leur travail, créent des entreprises, les familles engagent des aides familiales, ont une plus belle vie avec leurs enfants. Peut-être qu'ils veulent simplement trouver un sens à leur vie. Voilà, ils trouvent un sens à leur vie, et non seulement ça, partout où ça a été essayé, les gens tombent moins malades, il y a moins de criminalité, il y a moins d'alcoolisme, il y a moins d'addiction, parce que les gens deviennent humains, ils sont libres et humains. Alors l'initiative Monnaie Pleine, qui a eu un certain succès, le monde entier en a entendu parler, on a peut-être même eu plus de succès à l'étranger qu'en Suisse, parce que les médias suisses sont verrouillés, les partis politiques suisses sont verrouillés, sont achetés, et nous avons gagné notamment dans la ville de Genève, la ville des banques, c'est une grande victoire, nous avons gagné pendant 5 heures, toutes les nouvelles, l'ordinateur de manière automatique nous a déclaré vainqueurs, et M. Maudet et son épouse et son équipe ont triché les votations dans la ville de Genève pour faire croire au monde entier que l'initiative Monnaie Pleine n'était pas passée à Genève. Alors ce sont des accusations graves, il veut dire quelles sont les preuves? Alors les preuves, c'est assez simple. Nous avons les copies d'écran de toutes les agences de presse, des journaux, le flux automatique de l'ordinateur des votations à Genève qui nous donne vainqueurs pendant des heures. Et tout d'un coup, les résultats sont truqués, mais de nombreux endroits de Suisse, les résultats sont truqués depuis longtemps. Et M. Maudet, responsable du contrôle des votes, Mme Maudet a mis dans son curriculum vitae que c'était une de ses fonctions d'être dans le système de vote à Genève. Il est facile de tirer les conclusions. En France, par exemple, c'est le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs, de somnifères, de produits chimiques, et qui rendent les gens malades. Et il y en a marre de tomber dans le piège de ces fiefés gredins. Et puis ce qu'on constate aussi en France, c'est que systématiquement, le ministre de la Santé a toujours des liens avec des laboratoires, ce qui fait que, comme par hasard, il y a toujours il favorise donc des diffusions de médicaments ou des vaccins. Donc c'est typiquement ce qu'on entend parler, et une des revendications aussi des Gilets jaunes, qui est de mettre fin à l'obligation de mettre autant de vaccins des nourrissons, on parle de 11 vaccins à la fois, et puis le caractère obligatoire qui est pas compréhensible. Alors les vaccins, c'est un scandale. La plupart des vaccins contiennent du mercure, de l'aluminium, des adjuvants, le scalène, des horreurs qui rendent les gens malades à vie. Donc c'est inadmissible qu'on nous pollue le corps de manière obligatoire avec des vaccins dont l'efficacité n'est pas du tout prouvée. S'ils sont allaités correctement, et grâce à nos initiatives Monnaie Pleine, Revenu de base inconditionnel et microtaxes, les mamans auront le temps d'allaiter leurs petits. Et l'allaitement protège les bébés mieux que les vaccins qui les intoxiquent et qui les rendent autistes, qui, dans certains cas, tuent les bébés. Le symbole international, Genève, ville internationale, l'esprit de Genève, a marché. C'est-à-dire qu'elle a voté oui à Monnaie Pleine. Et si ça avait été publié dans le monde entier comme une victoire, la ville des banques a voté oui à Monnaie Pleine, ça aurait été le départ, et c'est déjà le départ. En fait, Jean Sigler m'a dit personnellement, François, vous avez gagné. Donc normalement il me tutoie, il dit François tu as gagné, mais là il a dit François vous avez gagné, vous avez déjà gagné. Et Jean Sigler, qui est bien introduit dans les cercles internationaux, qui est souvent à New York, qui est à l'ONU, qui est aux droits de l'homme, sait que nous avons gagné. C'est une question de temps. C'est parti. Et il est conscient que le système financier, qui est mortifère, comme il le dit très bien, doit être changé, il peut être amélioré, tout le monde y gagne, même les banquiers, même les financiers peuvent y gagner en voyant les autres heureux. Ben en fait, on est dans un modèle purement idéologique qui fait qu'on ne peut pas remettre en cause, et d'ailleurs c'est ce qui se dit, hein, il n'y a qu'une seule voix, il n'y a pas de... On a toujours l'impression que tout est décidé et puis que... Oui, mais c'est faux, c'est des mensonges. La France a vécu 1000 ans. Charlemagne,
le 23 mars 789, a fait un édit qui interdisait le taux d'intérêt dans son empire. Les rois de France ont maintenu cet interdit pendant 1000 ans, jusqu'en 1789, l'année de la Révolution. C'est intéressant de voir, 789, 1789, exactement 1000 ans. Et la France, la douce France, tout le monde rêvait d'être français. La France, économiquement, était le leader mondial. La France faisait les plus beaux parcs, les plus beaux châteaux, la meilleure cuisine, la meilleure diplomatie. Tout le monde rêvait de parler en français. Les capitales européennes copiaient les châteaux français, copiaient les parcs français, copiaient la cuisine française, s'inspiraient de la philosophie française, de la musique française. Et ceci, c'est un autre système où l'argent n'était pas des dettes à intérêt. L'argent était un actif pour le bien des personnes, des individus. Simplement, ils comprenaient mal la création monétaire. Ça aurait pu être 1000 fois mieux avec un système monétaire comme monnaie pleine. Les idées de monnaie pleine sont reprises dans de nombreux pays. Même des personnalités aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Chine, travaillent en France. Notamment Étienne Chouard en France, c'est un partisan de monnaie pleine. Holbeck en France, c'est un partisan de monnaie pleine. Il y a de nombreux Philippe Boursier de Carbon à Paris. Nous avons été invités à l'Assemblée nationale française pour parler de monnaie pleine dans les locaux de l'Assemblée nationale française. Ça, c'était quand alors? C'était l'année passée, au mois de mai. Et tous les Suisses qui sont allés à l'Assemblée nationale parler de monnaie pleine ont tous été invités dans un des meilleurs restaurants de Paris, tout frais payé, par les Français, tellement qu'ils étaient contents des idées de monnaie pleine. Et les Français savent recevoir leurs hôtes. Tous les Suisses ont été invités dans une merveilleuse ambiance, avec un esprit très positif. Les idées, nous avons gagné. Vous avez gagné, mais c'est pas appliqué. Donc les idées ont été exprimées, mais derrière, il y a des freins, il y a encore d'énormes verrous à faire sauter. Non, j'ai une anecdote à vous raconter qui est assez exceptionnelle. Lorsque nous avons lancé l'initiative Revenu de base inconditionnel, nous avons investi environ 400 000 francs pour verser sur la place fédérale 8 millions de pièces de 5 centimes qui sont dorées. Et par hasard, à ce moment-là, des familles chinoises étaient sur la place fédérale, complètement par hasard ou par providence. Et les Chinois, les petits-enfants chinois, nous ont demandé s'ils pouvaient nager dans l'or, car ils croyaient que c'était des pièces d'or, c'était des pièces de 5 centimes suisses dorées. Et nageant comme Picsou qui nage dans son coffre plein de pièces d'or. Et les petits Chinois nous ont demandé est-ce qu'on peut prendre des pièces d'or. Alors ils ont rempli leurs poches de pièces d'or. Quand ils sont retournés en Chine, ça fait le buzz. C'était comme à Marseille, c'était vraiment des pièces d'or. On pouvait prendre tout ce qu'on voulait dans nos poches. Le buzz a fait tellement de bruit que c'est monté jusqu'au plus haut niveau du gouvernement chinois. Et le Parti communiste chinois a décidé de faire une enquête sur qu'est-ce qui se passait en Suisse. Et toutes les universités chinoises, de nombreux intellectuels chinois, de nombreux chercheurs en économie, en philosophie, en sociologie, les universités chinoises ont commencé à étudier l'économie suisse. Et notamment certains de nos sites internet, ils nous ont tout pompé nos informations, de nombreux endroits en Chine pompaient nos informations, nous avions des logs phénoménaux, mais énormes de pompage de toutes nos bases de données, de toutes nos informations sur nos sites internet qui parlent de la démocratie économique. Et le gouvernement chinois a fait des études sérieuses, et un rapport a été publié. Le Parti communiste chinois, le président de la Chine, maintenant s'inspire de l'économie suisse. Aujourd'hui, Internet, c'est vraiment un vecteur de diffusion qui est important, qui devance même la télé, et puis, de toute façon, c'est en pleine transformation. Donc, il n'y a encore pas si longtemps, avant l'explosion d'Internet, les médias, la télévision, c'était vraiment ce média qui contrôlait, c'était un petit peu la messe. Et aujourd'hui, il y a moyen de se faire connaître sur Internet, et parfois ça peut se faire de manière très surprenante.
Donc, il dit qu'il y avait eu une conférence, vous faites énormément de conférences hein, donc sur les mêmes sujets, qui avait été faite donc à côté de chez vous, et puis dont une vidéo a été revue, on a vu tout à l'heure, 1,4 million de fois. Sur un seul site. Sur un seul site. Et la même vidéo est sur plusieurs sites. Voilà. Donc ça circule, j'arrive même pas à savoir le nombre de vues réelles. Parce qu'en plus de ça, des vues sont souvent sous-estimées par les algorithmes, soit de Facebook, soit de YouTube ou autre. Mais c'est sur plusieurs sites dans le monde entier. Ce qui prouve que donc les idées sont partagées, certainement appréciées, puisque il y a autant de vues. Et on ne comprend juste pas une chose, c'est que c'est sur Internet, mais tout ce qui est médias officiels, politique, n'en parle jamais. Donc, presque jamais. Monnaie pleine, il y a eu quelques articles quand même. Revenu de base inconditionnel, il y a eu quand même quelques articles positifs. Mais sur Internet, effectivement, plus de 90% des commentaires sont positifs. Et il y a quelques trolls qui viennent polluer, mais c'est normal. C'est normal qu'on soit critiqué. Alors justement, donc, pour revenir donc sur la force des médias et de ceux qui financent, donc en Suisse, il y a la possibilité de faire des initiatives, mais ensuite, ces initiatives, pour qu'elles deviennent des lois, il faut les défendre. Et puis, les partis des pour et des contre ne sont pas sur le même pied d'égalité. Et justement, donc sur l'initiative Monnaie pleine, j'imagine que vous avez dû faire face à, oui, on peut dire le mot, à une propagande donc du nom qui était très puissante. Et justement, donc, est-ce que ça explique la raison du nom? Est-ce que ça influence toujours autant les personnes? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir plus d'égalité? Alors je vais peut-être commencer par la fin de votre question. À Genève, où nous avons gagné, dans le bulletin officiel, 17 organisations nous soutenaient Monnaie pleine et recommandaient de voter officiellement pour Monnaie pleine. Et pour moi, Genève est un modèle dans ce cadre-là, dans la campagne. On a quand même eu des articles positifs. Même Darius Rochebin, la télévision suisse romande, a corrigé un mensonge qui avait été proféré, qui lui avait été remis par ceux qui écrivent les nouvelles, et il a eu le courage de corriger dans une édition suivante des nouvelles, donc de la TSR la première, en disant on s'est trompé, et il a dit la vérité, qu'effectivement l'argent était créé par les banques commerciales. Il a très bien joué le jeu. Donc nous avons eu des victoires dans cette campagne. Donc, mais effectivement, au niveau fédéral, je n'ai pas peur de le dire, quasiment tous les partis sont achetés par les banques. Et c'est des lobbies, et les lobbies sont beaucoup trop puissants en Suisse. C'est pour ça que nous allons lancer une action en demandant à tous les partisans de Monnaie pleine en Suisse de se mettre candidats dans les partis qui leur plaisent, de telle manière que nous puissions les appuyer pour qu'ils soient élus et que nous ayons des élus, notamment au Parlement fédéral ou à tous les niveaux de la Suisse, et qui défendent les idées du bien commun en ne se laissant pas acheter par la corruption des lobbies, des spin-docteurs et des manipulateurs de l'opinion. Sinon, c'est la fin de la Suisse. Mais disons, la prochaine initiative, c'est celle qu'on appelait micro-taxe, que la chancellerie fédérale nous demande d'appeler micro-impôt. Nous n'avons pas encore décidé du titre, ça pourrait être micro-don, micro-prélèvement, micro-ponction, maxi-distribution. L'idée est la suivante. Nous avons découvert, notamment grâce à l'initiative Monnaie pleine, que des flux énormes d'argent circulaient en Suisse. La plupart de l'argent qui circule n'est pas pour l'économie réelle. La plupart de l'argent qui circule, c'est pour la spéculation. Il y a des créations monétaires qui se déroulent en nanosecondes. Simplement en prenant les flux monétaires entre les banques d'argent réel pour l'économie réelle,
nous avons dans les 50 000 milliards d'échanges monétaires par année. Donc le SIC, le système interchange bancaire suisse, recense dans les 50 000 milliards par année. Marc Chenet, qui est un des initiateurs, parlait à un certain moment de 200 000 milliards. Bolliger articulait les mêmes chiffres qu'un autre des initiateurs. Si on prend les flux de l'économie réelle dont je viens de parler, plus l'ordre de grandeur, 95% sont des flux de spéculation, plus les nanosecondes qui ne sont pas comptabilisées actuellement par la BNS ni par la Banque des règlements internationaux, plus les créations monétaires de la Banque nationale suisse et des banques commerciales, nous arrivons à des montants phénoménaux. Ce qui permet, en prenant une miette, un pour mille, de tous les flux et créations monétaires en Suisse, rien, une miette, un pour mille, de supprimer tous les impôts, fédéraux, cantonaux, communaux, directs, indirects, plus de TVA, plus de déclaration fiscale du tout. Nous serions tous des rois et des reines sans déclaration fiscale. Ce serait un paradis fiscal et nous couvrons tous les besoins du budget cantonaux, fédéraux, communaux, et nous avons encore de l'argent pour largement financer un revenu de base inconditionnel à tous les habitants de la Suisse, dès la conception, y compris les bébés, dès leur conception, et nous aurions encore assez d'argent pour payer la LAMAL, et nous aurions assez d'argent pour augmenter l'AVS, l'AI et toutes les prestations sociales. Ce serait surtout la fin donc, du régime d'austérité dont on dit que c'est toujours le seul antidote à la crise. Je repense notamment à la situation en France où il y a des propositions là, du parti actuel qui me font bondir, donc qui consistent toujours à fermer des services publics, mais également à s'en prendre à des gens qui gagnent déjà pas beaucoup, à être taxés dès le premier euro. Donc ça, c'est une des propositions d'un des députés. J'ai également entendu faut savoir qu'en France, il y a une journée où les gens ne sont pas payés, qui est pris dans le financement des personnes âgées, et que l'idée était bonne, qu'on pourrait reprendre une deuxième journée de travail. Mais pourquoi pas, sur le même principe, la prendre sur les transactions financières, puisque ça semble justement être la solution compte tenu des volumes et des montants qui sont engagés. Absolument. D'autant plus que le chiffre, par exemple, je vous ai donné d'environ 50 000 milliards de flux entre les banques par année, ne tient pas compte des flux entre les comptes à l'intérieur des banques. Donc il y a certains échanges dans les grandes banques, Crédit Suisse, Union de Banque Suisse, les grandes banques cantonales, qui restent compte à compte à l'intérieur même de la banque. Les montants sont gigantesques. Et dans tous les pays, en France, ils pourraient faire la même chose, supprimer absolument tous les impôts, si ce n'est que ce petit micro-don ou micro-prélèvement qui serait fait automatiquement dans la mémoire d'ordinateur. C'est quelques lignes de code, très facile à écrire. Il n'y aurait même plus besoin de fonctionnaires, de milliers de fonctionnaires qui font des contrôles fiscaux, une Stasi fiscale, une police politique fiscale qui persécute les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, même les petits vieux en France doivent payer des impôts. Et ça supprimerait aussi la TVA, qui est une taxe inique car elle est antisociale, car tout le monde paye le même taux. Et ce taux dont je parle de 1 pour 1000 sur tous les flux financiers et création monétaire, c'est un taux qui permet aussi la progressivité de l'impôt, car naturellement les plus riches font plus de flux que les plus pauvres, donc ce serait tout à fait social dans la mesure où les riches paieraient une miette de plus que les plus pauvres, et ces miettes accumulées, on dit les petits ruisseaux font les grandes rivières, là ce serait les petites gouttes d'eau feront de grands fleuves.
Donc pour bien expliquer le principe, c'est que la taxe s'appliquerait donc au mouvement, au transfert. Et effectivement, donc les gens pauvres, bon, ils en font, mais ils en font peu. C'est retirer de l'argent, c'est faire quelques virements, quelques transferts, alors que les plus riches, les grandes sociétés, font intensivement des mouvements financiers, et aujourd'hui, ça ne leur coûte rien. Voilà. Et nous serions même, nous encourageons le fait qu'il y ait cette taxe automatique sur les flux financiers informatisés, donc automatique, très peu coûteux à collecter et très facile à contrôler. Par contre, nous encourageons de garder le cash, de garder les billets, les pièces, de telle manière que même les plus pauvres fassent des échanges en monnaie sonnante et trébuchante, comme toujours, ce qui favorise le commerce local, ce qui favorise les échanges à niveau humain, les contacts, et ce qui leur permettrait de ne pas payer d'impôts du tout sur ces échanges-là. Nous sommes favorables à un paradis fiscal qui soit généreux et non pas cupide, rapace, et j'en passe. Alors ça sous-entend quand même, pour que ça fonctionne, donc que les banques soient d'accord et qu'elles, même si dans la théorie ça ressemble pas grand-chose, faut qu'elles soient d'accord de faire ce mouvement un peu de générosité. Et aujourd'hui, elles ne sont pas prêtes de le faire, alors que sans cesse, on demande donc aux gens d'être généreux. La vie est de plus en plus difficile, de donner aux associations, de donner aux plus pauvres. J'ai entendu encore notamment une autre députée qui a eu une idée géniale en France, c'est juste incroyable, qui disait que les entreprises ne peuvent pas augmenter les salaires parce que ça leur coûterait trop, mais on devrait... solliciter les gens dans l'entreprise qui gagnent plus pour qu'ils puissent reverser une partie de leur salaire aux plus pauvres. C'est juste incroyable. Bon, on marche sur la tête, tout est à l'envers, tout est inverti, tout est pervers. Il faut bien être conscient que les banques doivent obéir aux lois. La BNS, le Parlement fédéral a assez de pouvoir pour imposer aux banques, comme on a imposé l'impôt anticipé, qui a ramené 3 milliards cette année de manière non prévue. On est tout à fait capable d'imposer aux banques qu'elles prennent cette miette automatiquement par des algorithmes mathématiques très faciles à concevoir, et que ce soit pris, y compris sur toutes les créations monétaires en nanosecondes, parce qu'il y a énormément de spéculation qui fait monter les prix de l'immobilier, des matières premières, de la nourriture, etc., par des opérations de création et destruction monétaire en nanosecondes, qui n'apparaissent pas dans les chiffres, nulle part dans les chiffres officiels de la BNS, des bilans des banques. La plupart des écritures maintenant dans les banques sont hors bilan. La véracité des bilans, la sincérité des bilans, c'est une farce. Ils ne respectent plus les règles comptables. Tandis qu'avec l'initiative micro-ponction, maxi-distribution... Ce sera automatique, donc il n'y aurait plus moyen de frauder. Et ça serait finalement que justice, parce qu'aujourd'hui, un citoyen quelconque, il peut rien cacher au fisc. Ouais. C'est-à-dire que la moindre des transactions, c'est moins de revenus. Aujourd'hui, tout est communiqué, donc d'un canton à l'autre, toutes les formes de revenus. On sait exactement ce que vous gagnez, ce que vous possédez, et puis chaque année, il faut toujours payer un peu plus. Alors que ces banques, elles, c'est juste incroyable. Donc, ont la capacité de sortir du bilan des montants astronomiques de transactions. Et à la fin, on se demande où va cet argent. Voilà. Alors, un avantage, effectivement, de cette nouvelle initiative, quelque chose, on n'a pas encore décidé du terme exact, ça permet vraiment le secret bancaire. D'une part, personne n'a besoin de remplir une déclaration fiscale, à part les banques et la poste, la banque postale. Donc, nous n'avons plus cette police politique possible de contrôle. Donc, nous avons une sphère personnelle protégée. On peut avoir un secret bancaire total sur nos transactions personnelles d'honnêtes citoyens, mais ça n'empêche pas, en cas de criminalité,
sur décision d'un juge, de rechercher les transactions frauduleuses parce que nous aurions un contrôle total sur les transactions électroniques, car les grands mouvements sont électroniques, et à ce moment-là, nous serions protégés de manière concrète, mieux même que maintenant, car l'État aurait plus de moyens pour le bien des personnes, et si les personnes sont heureuses, comme ça a été démontré dans toutes les expériences qui ont été faites, les gens sont moins criminels, moins malades, moins dépressifs, moins drogués, moins addicts à toutes sortes de perversions. Mais c'est complètement un contre-courant de ce qui se dit aujourd'hui. Bien sûr, parce que ceux qui ont le pouvoir ont intérêt, d'ailleurs la plupart de ceux qui ont le pouvoir en fait sont financés et payés par une infime minorité, une infime qui s'appelle une élite, mais pour moi c'est le contraire. C'est pas une élite, c'est le poisson pourri par la tête. C'est la clique. Une clique. Des gredins, comme dit Étienne Chouard, ce sont des gredins. Et encore, on est gentil en disant ça. Où en est aujourd'hui cette initiative? Vous organisez donc des conférences et puis vous recherchez toujours des Alors personnes. Le 27 mars à Lausanne à 14h, à Boulevard de Grancy 29, nous avons une séance de coordination sur la Suisse romande. Tous les vendredis ici dans ce salon, dès 19h30, nous avons des réunions de discussion, d'idées, de coordination. Donc nous prévoyons le lancement de l'initiative officielle au mois de mai de cette année. Certains aimeraient reporter de quelques mois le lancement, ce n'est pas encore décidé absolument, mais théoriquement on lançait cette initiative au mois de mai, donc la campagne classique, publication officielle dans la publication fédérale. Ensuite, lancement de la récolte de signatures, dépôt de l'initiative, etc. Ce serait un processus pour plusieurs années. D'accord. Vous avez des représentations aussi ailleurs en Suisse. Vous travaillez Bien sûr, donc, notamment sur la Suisse allemande. Surtout à Zurich. Donc, il y a des financiers, il y a même des banquiers, il y a des hommes politiques. L'ancien chancelier de la Confédération, Oswald Sieg, Marc Chenet, qui est un professeur, directeur de l'Institut d'études économiques à Zurich. Il y a des gestionnaires de fortune, des banquiers, un ancien directeur des impôts d'un canton suisse. On a déjà des personnalités très intéressantes qui participent à ces réunions. D'accord. Et donc là aussi, sur les autres cantons, il va y avoir des réunions? Oui, on a des personnes déjà dans de nombreux cantons. On cherche naturellement des militants, des sympathisants dans tous les cantons. Mais il y a déjà un très fort intérêt pour cette initiative. Même en France, on a été invité en France voisine, à Douvaine, pour parler des moyens de politique démocratique semi-directe suisse, initiative et référendum, et ils sont très intéressés par cette initiative. Marc Chenet est invité à Paris dans le cadre du grand débat pour présenter cette initiative déjà maintenant en France. Très bien. Donc en tout cas, c'est remarquable de voir que ce qui se passe en Suisse, donc les idées sont reprises à travers le monde. On parlait en France, on parlait tout à l'heure en Chine. Et ça vous surprend, c'est positif tout ça. C'est très positif parce qu'actuellement le système de l'argent dette à intérêt composé exponentiel rend la grande majorité de la population esclave d'un système pervers qui supprime la surabondance qui est voulue de manière divine. On a trop de tout, on peut surproduire de tout dans le monde entier, tout le monde peut très bien vivre, et c'est inadmissible qu'il y ait des gens qui meurent de faim, qui doivent devenir réfugiés, qui doivent venir par millions en Europe ou ailleurs, en Amérique du Nord, pour survivre. C'est inadmissible alors qu'ils pourraient très bien vivre chez eux avec un système monétaire humain. Est-ce qu'on peut dire que ce système, il arrive en fin de vie? Il va exploser d'une manière ou d'une autre, et que justement, avant qu'il explose de manière dramatique, qui entraîne
des déplacements, des guerres, je ne sais quoi, le fait de pouvoir proposer, devancer, d'avoir une alternative, ça permettrait justement d'empêcher la catastrophe. Parce qu'on sent qu'aujourd'hui, tous les signaux sont au rouge. Donc, même si ce système, on a l'impression que de manière magique, on peut créer de l'argent, on peut faire des trucs, mais il y a quand même des dettes. Il y a, dans certaines banques, on parlait notamment à la banque, la Deutsche Bank, elle a une quantité astronomique de montants d'argent, enfin on appelle ça des produits dérivés qui sont pourris. Alors ils essayent toujours avec des écritures comptables de sous-évaluer ou de les cacher, mais un jour ou l'autre, voilà, c'est une bombe à retardement. C'est quelque chose qui sera à rembourser si les personnes le demandent. Et donc voilà, et je pense en plus que les banques, elles ont prévu ce scénario catastrophe, puisque depuis peu, notamment c'est une des mesures que l'Europe met, il y a cette soi-disant protection qui est donnée au titulaire de chaque compte, qui dit que l'argent mis en dépôt serait garanti jusqu'à hauteur de, je sais plus, ça dépend, 100 000 francs. Reste à savoir si c'est vraiment garanti. Et puis, pourquoi mettre une garantie si le système fonctionne si bien? C'est qu'il y a bien quelque chose qui ne va plus. Oui, alors le Conseil fédéral vient de mettre en consultation un nouveau projet dans lequel il est dit que l'argent dont vous parliez, les 100 000 francs soi-disant garantis par une espèce d'assurance, soit remis aux clients plus vite que ce qui était prévu jusqu'à présent. Donc le Conseil fédéral planche sur ce phénomène, il n'y a pas de fumée sans feu, d'autant plus que le système ESI suisse, donc cette espèce d'assurance des soi-disant comptes de chaque Suisse jusqu'à 100 000 francs, est une vaste plaisanterie, car le montant total garanti est seulement de 6 milliards, alors que les sommes en jeu sont des milliers de milliards, de plus de 6 000 milliards. Donc c'est une vaste plaisanterie, car ces 6 milliards seront poussés en quelques secondes pour ceux qui sont les plus rapides, et les autres n'auront que les yeux pour pleurer, et ils n'auront rien. Et c'est même pire, ils ont prévu légalement ce qu'on appelle le bail-in, ou le rachat à l'intérieur. Vous aviez le bail-out qui a sauvé par exemple l'UBS, l'Union de banques suisse qui a déjà fait 2 fois faillite. Alors si on casse pour une 3e faillite, c'est qu'on est vraiment stupide. Alors ils ont changé les lois de telle manière que l'argent des déposants sur leur compte dans une banque qui serait en faillite, mais si les banques tombent en faillite, ce sera plusieurs banques qui vont tomber. C'est l'aspect systémique. C'est-à-dire que 6 milliards pourraient suffire si une seule banque tombait en faillite, et encore, mais on sait très bien que s'il y a une crise mondiale avec toutes les interactions, puis l'informatique, tout est relié en très peu de temps, c'est pas une banque, mais c'est l'ensemble du système financier qui pourrait s'écrouler très rapidement. Oui, et même les 6 milliards ne suffiraient pas même pour une seule banque. Donc ce serait poussé, l'UBS branle au manche, la Deutsche Bank est techniquement faillite. Donc imaginez si 6 milliards disparaissent, il n'y a plus rien dans le système actuel pour rembourser, si ce n'est de nouveau de faire marcher la BNS, la planche à billets, pour sauver des banquiers qui ont abusé de leurs fonctions, abusé de leur pouvoir, abusé de leurs connaissances, abusé de la crédulité publique, et qui ont fait de la spéculation honteuse, et qui ont mis leurs comptes privés à l'abri, parce que c'est des sociétés anonymes, donc théoriquement on ne peut pas aller les chercher si ce n'est par des plaintes pénales, comme ils ont fait en Islande. Ils ont mis des prisonniers en prison, des banquiers en prison. C'est le seul cas connu. Non, à Londres, il y a eu un banquier qui a été jugé par un jury, donc il faut réintroduire les jurys. Un jury a jugé un banquier à Londres, la ville, une des plus grandes villes des banques, et le jury a délibéré longtemps, et finalement ils ont condamné le banquier à la prison ferme pour cupidité maladive. Et il y a beaucoup de cupidité. C'est ce que me disait un de mes amis, est-ce qu'on confierait les clés d'un bar à un alcoolique? Est-ce que vous confieriez les clés de votre cave à vin à un alcoolique? Eh bien actuellement on confie les clés des banques et du système monétaire à des cupides, et la maladie de la cupidité est pire que l'alcoolisme.
Donc effectivement, nous sommes assis sur un volcan, la Deutsche Bank peut faire faillite, l'Allemagne n'est pas le modèle que l'on croit, ce n'est pas un modèle économique, les Français se confient toujours au modèle allemand, mais la Deutsche Bank est en position gravissime, elle n'est sauvée que par des artifices comptables et par une création monétaire, des facilités bancaires de la Banque Centrale Européenne et par des bouées d'oxygène et effectivement des exponentiels. Actuellement, des symboles exponentiels. Une exponentielle, c'est assez doux au départ, mais maintenant ça monte verticalement et ça dépasse tous les plafonds. Et le système financier mondial est victime de ces exponentiels et ces symboles détruisent l'espèce humaine, détruisent les animaux, polluent la planète entière. La situation est urgente, on perd des espèces animales, on perd des vies, il y a des gens qui meurent de la pollution, qui tombent malades gravement, qui ont des cancers, qui ont des attaques au cœur, parce qu'on a découvert que les microparticules non seulement polluent les poumons, mais pénètrent dans le système circulatoire, attaquent le cœur, provoquent des crises cardiaques. Et tout ça parce qu'on a un système monétaire absurde, stupide, dément, bête et méchant. Tout ça pour la cupidité de Voilà. certains, de quelques-uns. Alors c'est une cupidité maladive, ces gens doivent aller se faire soigner. Bon, il faut qu'on débloque des budgets pour qu'ils soient dans des palaces à 5 étoiles, mais qu'ils arrêtent de faire du mal aux autres. Alors pour finir, je voulais parler un petit peu de la situation en France, puisque vous avez remis donc, le Gilet jaune, donc c'est un mouvement que vous suivez certainement de très près. Et donc on voit que ce mouvement, donc, ça fait donc, plus de 3 mois qu'il est là. Il a, je pense, amené, donc, en tout cas, pas amené à vouloir discuter des problèmes. Par contre, ce qu'on constate en France, c'est qu'il y a une forte répression, une répression qui a été aussi vivement condamnée par le Conseil européen, par les droits de l'homme, par Amnesty, et récemment donc, par le haut-commissaire aux réfugiés et des droits de l'homme à l'ONU, Madame Michelle Bachelet. Pourtant, on voit que cette situation ne s'arrange pas, malgré toute la violence qui a été démontrée. On constate encore, le dernier week-end, des violences policières et que le gouvernement ne reconnaît pas, puisque M. Castaner, le Premier ministre, dit qu'il ne connaît pas de violence policière, M. Macron refuse de parler de violence policière. Alors voilà, la question c'est comment expliquer ce comportement, cet aveuglement, et puis où ça va amener. Ah, la situation est terrible. Les images de violence, cette police, soi-disant police ou gendarmerie ou CRS, qui massacre littéralement le peuple de France, qui tape sur des handicapés, qui provoque des mains arrachées, des mâchoires fracassées, des yeux percés, c'est atroce. Et effectivement, le pouvoir ferme les yeux, ne veut pas voir. C'est un pouvoir autiste. Il ne se rend pas compte de la situation. Il la provoque même par ces violences horribles. La démonstration des gilets jaunes français qui sont venus à Genève devant l'ONU, et cette opération était un grand succès, était un modèle du genre. Je félicite la police genevoise qui a été très correcte, la police et la gendarmerie genevoise, qui était là juste en arrière-plan, qui a ouvert la route aux bus français avec des motards pour leur faciliter la circulation, qui a montré aux bus où aller se parquer, qui a collaboré de manière excellente avec les organisateurs français des Gilets jaunes, un horaire qui a été tenu à la minute près, la place a été rendue propre, en ordre, les Gilets jaunes avaient des petites boîtes métalliques pour mettre leurs mégots pour les fumeurs. C'était un modèle du genre, aucune violence, une manifestation bon enfant, des revendications légitimes, c'est quand même parmi les droits de l'homme, les droits humains, c'est dans les constitutions des deux pays,
c'est reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme, c'est un droit universellement reconnu que de manifester, de se réunir pour exprimer ses idées, et la France ne respecte plus du tout son génie propre. La France ne respecte pas les droits humains, les droits de l'homme, qui pourtant ont fait l'objet de plusieurs instruments juridiques, dont le plus récent, juste après la Deuxième Guerre mondiale, en espérant ne plus jamais revivre une guerre mondiale. C'était un des buts de cette déclaration de 1948, c'est de ne pas vivre des conflits comme la Deuxième Guerre mondiale, mais avec des attitudes obscures, absconses, autistes du gouvernement français actuel, nous avons une situation qui mène à une guerre civile. Et c'est dramatique, ce caractère d'aveugle, de sourd, complètement déconnecté des réalités, alors que la France est richissime, la France a un domaine maritime colossal, la France a des technologies extraordinaires, la France est à l'avant-garde des découvertes scientifiques, économiques, politiques, culturelles. Tous les Français pourraient très bien vivre et montrer, et je pense que les Gilets jaunes vont le faire, montrer au monde entier, et c'est en train de se passer, les Gilets jaunes suisses, les Allemands, Américains, même en Irak, il y a des Gilets jaunes, dans le monde entier il y en a, et il y en aura de plus en plus pour soutenir le combat vaillant et honorable des Gilets jaunes français. Bravo la France, vive les Gilets jaunes français. Donc on peut comprendre, on sait qu'il y a donc au niveau de l'exécutif des raisons à ce que le mouvement ne réussisse pas parce que ça vient à l'encontre de leurs idées économiques. Par contre, il y a quand même l'aspect législatif. En France, il y a énormément de députés, d'élus sur le terrain. Et on peut s'étonner finalement qu'il y a assez peu de revendications au niveau de cette base. Donc comment expliquer Je crois qu'il y a une raison politique à cette situation, c'est qu'en fait les politiciens français n'ont plus aucun réel pouvoir. La France est dans un carcan européen de commissaires européens qui n'ont même pas été élus et qui dominent l'économie avec des systèmes de pensée libéraux, néolibéraux, esclavagistes, qui exterminent les classes laborieuses et même la classe moyenne. Et le Parlement européen, c'est un Parlement fantoche qui non plus n'a pas beaucoup de pouvoir. Alors on va noyer le poisson avec des élections européennes pour élire des gens qui n'ont quasiment pas de pouvoir, si ce n'est celui de parler plus ou moins. D'ailleurs même les rares qui ont le courage de dire la vérité sont exclus ou persécutés fiscalement avec des procès indignes. Toute cette politique, c'est dominé par une infime minorité de commissaires politiques européens. Les dissidents soviétiques nous disent, les ex-dissidents russes nous disent que l'Europe est en train de tomber dans un système pire que le système soviétique de l'époque. Et effectivement, on se trouve face à une machinerie administrative extrêmement coûteuse qui sort des règlements abscons et qui extermine littéralement le génie propre de chaque nation européenne. Et je pense que le Brexit, les difficultés du Brexit sont symboliques de cette mécanique infernale et que chaque nation européenne devrait sortir de cette union économique qui n'est ni de civilisation, ni politique, ni réellement pour le bien des peuples, mais qui n'est là que pour le bien d'une infime minorité. En plus de ça, ils sont dirigés par le maître de la manipulation des tricheries fiscales et autres, Juncker, qui est un alcoolique notoire et qui est soi-disant le chef de cette mécanique. C'est le chef apparent parce qu'en fait les chefs réels sont occultes et on est face à une domination de sociétés secrètes imbriquées les unes dans les autres qui contrôlent maintenant les pensées, qui ne veut pas que les gens puissent critiquer et qui nous musellent et qui nous ligotent et qui nous contrôlent, surtout par l'économie. Depuis la fin des années Clinton, il y a une plutocratie qui a pris le contrôle des États-Unis avec les 3 grandes banques que tout le monde connaît. Et cette plutocratie gère la masse monétaire et le système financier
américains au profit de cette plutocratie. Et la grande question, c'est comment allons-nous, Américains, récupérer notre démocratie? Donc, il ne faut pas s'imaginer une seconde. Nous avons aujourd'hui une mafia qui a pris le pouvoir. C'est une mafia qui est quasiment criminelle. Et il ne manque que de courage politique. Et à l'aise. Et pour revenir au lobbying, en fait, ce que j'ai vécu à Bruxelles, il paraît que c'est normal. Et donc il y a 3000 policy managers et 30 000 lobbyistes. Alors, tous les quarts d'heure, ils frappaient à ma porte. Et ils venaient au nom de l'industrie chimique, etc., du gaz, de toutes les grandes branches. À chaque fois que vous tapez sur votre bouton pour voter, en fait, il y a un lobby derrière. Et donc, l'Europe est un être des abysses. Ce qu'elle craint, c'est la lumière. C'est une zone grise. On ne sait pas qui achète qui. Ce qui est certain, ce que j'ai vu, moi, de mes yeux vus, c'est qu'en fait, les commissaires sont des futurs lobbyistes et les lobbyistes sont des futurs commissaires. Conviction qu'il existe une transcendance, quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera.